Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène, un vent de fraîcheur printanière. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Sala Rossa, Lion d'Or, Cabaret du Myland, Club Soda et au Mai. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chenelière, porte-parole du 17e Festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vuesurlarelève.com. Cette année, la 27e édition de la clinique d'impôt de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM aura lieu les 24 et 25 mars prochains de 9h jusqu'à 17h. Ce projet à caractère social a été conçu pour aider les personnes à faible revenu à effectuer leur déclaration de revenus 2011 et ce, gratuitement. La clinique est sans rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. L'événement aura lieu au pavillon J.A. de Sèvres, au 320 rue Sainte-Catherine-S, angle Sanguinet, métro Berry-UQAM. Pour plus d'informations, visitez le www.impoesg2012.webs.com. La 30e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, présente en association avec Astral du 15 au 25 mars prochain 232 œuvres cinématographiques provenant de 27 pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des films portant sur des disciplines aussi variées que la musique, l'art contemporain, la danse, l'architecture, le cinéma et la littérature. Pour de plus amples informations, consultez le www.artfifa.com. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Pouzza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepouzzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Attache ta sucre avec la broche, c'est l'heure de décider. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Si les gens à la maison pouvaient voir ce qu'on fait pendant la chanson thème. C'était le début le plus énergique que j'ai vu. Ouais? T'as aimé ça? Oui. Je me suis levé, j'ai dansé. Comment tu décrirais mes danses, Maxime? Très sexuel. Oui, d'abord, c'est un mélange de rage et de sexualité. Beaucoup, ouais. Oui. C'est comme de frustration. Avec un soupçon d'épilepsie, peut-être. Ouais, j'avoue, un épileptique frustré sexuellement. Ben, c'est toi, c'est toi, ça. Ben oui, je pense à côté de ma sexualité. Ouais. Vous avez entendu la chaude voix de Maxime Gervais, Maxos la Gerboïde. Comment tu vas? Ça va bien, pis toi, ouais. Julien, comment tu vas? Ça vient de où, ça, Maxos le Gerboïde? Ça, c'est parce que quand j'ai commencé à faire des chansons, moi, je tripais bien gros sur Primus, puis j'aimais leur univers Mexique, robot, fromage, là. C'est très bien écrit, ça. Fait que c'est ça, voilà. OK. Ça vient de là? Ouais, vraiment, okay. vraiment. Je l'apprends aujourd'hui. Je l'ai pas demandé avant. Vous avez entendu la non moins chaude voix de Nicolas Fournier-Larocque. Comment va-t-il? Il va très bien. Il va bien, puis je n'étais pas là. Fait que c'est ça, écoutez, on continue en force. Alors, j'ai quelques nouvelles brèves. Oui, effectivement. D'abord, je prendrai un thème pour tes nouvelles brèves. C'est des nouvelles brèves. Chaque semaine, des nouvelles brèves. Brève Pit. Fait que, on parlait de box-office un peu, mais brièvement, parce que je sais que ça intéresse tout le monde. On se souviendra que, ici même, sur ces ondes, sur cette chaise sur laquelle je suis assis, j'avais prédit que John Carter, From Mars, John Carter, le film de Disney, serait le plus gros flop de l'année. Oui. Et il n'était pas encore sorti à ce moment-là.
Il est sorti, ça fait 2 fins de semaine, fait qu'on peut savoir combien d'argent il va faire au total, et c'est le plus gros flop de tous les temps. Bravo, Julien! Eh oui! Il pensait avoir des pertes de 200 millions? Et effectivement, Disney a annoncé à ses actionnaires officiellement la semaine passée qu'ils vont perdre 200 millions de dollars avec 200 millions? 200 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est quand même pas mal d'argent, oui. Tu sais, des fois, on en parle de ces trucs-là, puis on lance un chiffre sans trop s'imaginer, mais tu sais, quand tu y penses, là, puis surtout avec les manifs pour c'est ça, quand on pense à un budget, là. John Carter. John Carter aurait pu régler les problèmes du Québec en entier. C'est ça, ouais. Écoute, proportionnellement, M. Lazare a coûté 2,7 millions. Fait qu'il y a quelque chose comme à peu près 80 M. Lazare là-dedans. Ouais, il devrait envoyer John Carter dans le plan Nord, genre. Oui, ça. John Carter. Ouais. Effectivement, le film a coûté 250 millions de dollars. Puis encore là, certains pensent peut-être même plus, mais bon. Puis écoutez, les films de 100,là, ça coûte à peu près 100 millions de dollars à mettre en marché aussi avec les publicités et tout ça. Donc on parle de 350 millions de dollars déjà dans le rouge. Puis les cinémas ramassent la moitié de l'argent qu'un film fait au box-office. Donc si un film fait 200 millions, ben, le studio ramasse 100 millions et les cinémas 100 millions. Puis là, ben, le film s'enligne pour faire à peu près 300 millions de dollars mondialement, donc divisé par 250 millions, il a coûté 350, faites les calculs. Fait que c'est un immense flop. Le plus gros flop de tous les temps, dépassant l'ancien plus gros flop de tous les temps qui était Mars Need Moms, sorti l'an passé. L'an passé. La damnation de Mars continue. D'ailleurs, sorti étrangement la même fin de semaine aussi. Fait que vraiment, il y a personne. Oh mon Dieu! La même fin de semaine, par le même studio, se passant sur la même planète. Alors, le même studio? C'est Disney dans les deux cas. Ah ouais, Mars Need Moms, c'était Disney. Oui. Il y a peut-être un message que la planète Mars essaie de nous envoyer là-dedans. Je sais pas. Il y aurait des ondes pour ne pas voir les films. Laissez-moi tranquille. Non, chez moi. Après, c'est pas supposé être un si mauvais film. Ça serait à tout le moins insipide un peu ou inutile, mais pas un navet comme plutôt Nash, supposons. Fait que. Ouais. Mais bon, alors, disons. Alors, Disney, tenez-en vous à Pixar et aux Pirates des Caraïbes. On continue avec... je me demandais hier, je regardais pourquoi il y avait 200 000 personnes dans les rues, puis je comprenais pas, tu sais. Puis finalement, j'ai compris pourquoi. C'est à cause que Michael Bay va réaliser le nouveau film de Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle. Controverse, hein? Controverse. Ben, tout au courant déjà, fait que bon. Ben, dis-le. Ben, on va le dire. Faut mettre la populace au courant. Ça n'a pas de sens. Ben, oui, il va avec un film avec des acteurs et non un film d'animation qui sortirait l'an prochain, produit par Michael Bay. Et puis, il veut changer, tout le monde connaît l'origine des Turtles, bien sûr. Ce sont du mutagène. C'était des vraies petites tortues, sont devenues des tortues mutantes ninja. Des tortues qui avaient été tirées dans les égouts par des parents qui voulaient plus que leur enfant ait de tortues. En plus, il y a un message là-dedans pour les parents. Ouais. Ben, Michael Bay, lui, il veut que les Turtles viennent d'une autre planète. C'est une aberration. Ça précisait pas laquelle, là. Mais je pense qu'il précisait après ça, parce qu'il y avait une rage sur Internet, qu'il voulait quand même que les tortues étaient comme normales. Puis c'était des tortues extraterrestres qui réagissaient aux mutagènes terrestres, genre. Ouais. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas plus. Puis un ami à moi, Dominique Mascotte, que vous connaissez bien, il disait que dans le fond, le but de Michael Bay derrière tout ça, ce serait de permettre une plus grande mythologie. Ouais. Une plus grande. Mais tu sais, il y avait déjà une immense mythologie si on se base sur les figurines de Turtles qui existent. Ben là, c'est déjà avec les mondes parallèles. Il y avait ça. Je veux dire, il y a plein de super-héros qui viennent de la Terre, puis qu'ils ont quand même une grande mythologie spatiale. Là. Regardez par exemple... Spider-Man. Duromax. Mais Crank, le cerveau, c'était quoi déjà son origine? Crank, il vient de la dimension X. Ah, c'est ça, il vient d'une autre dimension. C'est déjà riche, là, ça. Ah, il y avait du fantastique, là. Voilà. C'était pas nécessaire. Fait qu'effectivement, la toile s'est enflammée suite à cette nouvelle. Mais Michael Bay. Certains surnomment cette histoire-là le Turtle Gate. Je comprends. Puis là, il y a différentes positions. Il y a le méconnu Robbie Rist qui faisait la voix de Michelangelo dans la vieille série télé, qui a écrit sur son Twitter, qui est probablement suivi par beaucoup de monde, voilà encore une autre franchise de notre jeunesse que Hollywood va sodomiser. Sodomiser de la bouche de Michelangelo. Alors on peut présumer donc qu'il est contre LD. Par contre, celui qui faisait la voix de Leonardo, lui, il dit que il y a une division chez les Turtles. C'est correct. En effet, Monsieur Brian Toshi, qui faisait Leonardo dans les années 90, il dit si Michael Bay veut prendre une approche différente sur les Turtles, eh bien Mazel Tov, qu'il l'a dit. Alors on apprend qu'il est juif aussi en même temps. Et celle qui jouait April O'Neil aussi dans les vieux films des années 90 et qui aurait, semble-t-il, joué dans d'autres films de Michael Bay. Et de son côté aussi, il dit que s'il veut se l'approprier. Et Michael Bay nous dit chill.
Chill, tout le monde. Calmez-vous. Ouais. Hey man, eat some pizza! Fait qu'une histoire à suivre, le Turtle Gate. Et voilà. Et je n'ai pas de nouvelles sur le chien de The Artist. Maxime, t'avais une chronique pour nous cette semaine, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, bah écoute, je vais te mettre ton thème d'abord. Ah oui. C'est la chronique à Mad Sauce. Alors, me voilà de retour. Oui, t'étais où? Ben oui, ça faisait déjà... J'avais pas réalisé que t'étais pas là. J'avais des obligations, j'étais ailleurs. Ton colocataire, Mathieu Niquette, t'a remplacé avec brio. Oui. Et je peux vous annoncer, chers auditeurs, qu'il va revenir sur une base régulière. Oui, nous enchanter. On se souvient que lors de mon dernier passage, j'ai un peu fait un fou de moi-même. C'était devenu une vidéo virale sur YouTube. Il y a plus de 200 clics. Oui. Non, ben ouais, c'est ça. Mais c'est ouais. Non, on est rendu à près de 300 clics, je crois. Ah bon, gars. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que je m'en venais faire une petite chronique à propos d'un livre que j'aime bien. Et Nicolas a aperçu dans ce livre une petite liasse de préservatifs. Ah. Et là, Nicolas se demandait si je l'utilisais comme sien. Et là, moi, ça m'a fait rire et j'ai pas été capable de terminer ma chronique parce que je riais trop. J'ai juste ri, c'est ça, abondamment. Puis ça se retrouve sur les internets, sur YouTube. Je tiens à rappeler aussi aux gens qui auraient peut-être uniquement écouté cet extrait-là qu'à la fin de l'émission, tu fais ta chronique. Oui, et on n'aurait pas dû. Qui était la chronique qui était juste qu'il y avait une citation dans le livre des fourmis que tu avais trouvé drôle puis tu nous l'as partagé. Oui. Oui, c'est ça. Et après ça, t'as pris 2 semaines de vacances. J'ai pris 2 semaines pour m'en remettre. Et c'était nécessaire. Et là, je me suis dit, il faut absolument, comment je pourrais dire, passer à autre chose. Oui. Enterrer un peu ce souvenir-là. Et je me suis dit, si les condoms m'ont fait rire, eh bien, je vais m'attaquer aux condoms. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, je vous fais l'histoire du condom, l'histoire du préservatif. Oh. Est-ce que ça vous tente d'essayer des raies? Non, je sais pas. T'as pas autre chose? Hey, plus fort que ça, est-ce que ça vous tente? Oh. OK. T'as pas dû faire ça, ça va être... Désolé les auditeurs, excusez-moi. Alors, Alors voilà l'histoire du condom. Écoutez, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le condom, je pensais vraiment trouver quelques informations, puis devoir broder autour de ça. Puis finalement, il y a vraiment beaucoup d'informations, mais il y en avait même trop pour la chronique que je devais faire. Mais je vais y aller quand même avec les trucs que j'ai jugés intéressants. Nicolas, tu trouves pas que ça ressemble trop à un sauce 5, c'est exactement ce que je me disais, en fait. C'est juste que tu fais ça. Nicolas est très territorial depuis le début de Décideret par rapport aux gens qui arrivent avec des chroniques qui ressemblent à des sauces 5. Mais là, on parle plus d'histoire anecdotique, j'imagine. Ouais, c'est ça. Oui, tu vas voir ça. Je vais laisser passer. Aussi, il va réussir à nous divertir, lui. Fait qu'il y a cette différence-là, notamment. Alors, une affaire qui m'a bien gros étonné. Vous connaissez la grotte de Lascaux en France, dans le sud-ouest de la France. Il y a des grottes où on a retrouvé des fresques qui sont âgées entre 18 000 ans et 17 000 ans. Ah. Et là-dedans, on a retrouvé, entre autres, une illustration. C'est un homme qui fait l'amour à une femme. Et son pénis semble protégé. Ce qui nous amènerait à vraiment la base du préservatif. Il y a 18 000 ans, 17 000 ans, évidemment, à cette époque-là, là, on spécule, mais on peut pas vraiment établir de quelle matière était fait le dit préservatif. Je serais très intrigué par le dessin, en tout cas. Ouais, est-ce que c'était... on peut le retrouver facilement. Ah ben, googlez ça, les amis. En fait, c'est comme un bonhomme allumette avec un pénis noir, là. Ça ressemble plus à ça qu'autre chose, là. Donc, d'où je dis on spécule, mais bon, on peut pas dire tu sais, est-ce que le préservatif était un simple tissu? Est-ce que c'était du cuir? Est-ce que c'était des intestins? Bon, OK. Ouais. Mais bref, reste qu'il y avait ce désir-là de protection de l'engin masculin dès cette époque-là. On parle déjà d'il y a 18 000 ans. C'est presque dans notre nature, écoute. Je veux dire, on se protège le zouiz. Parce qu'aujourd'hui, on sait pourquoi on fait ça, mais à l'époque, il y a 18 000 ans, je pense qu'on s'en foutait un petit peu. J'y arrive. OK. Ensuite de ça, si on avance dans le temps, on peut se rendre il y a 6 000 ans en Égypte. OK? Puis là, vous allez voir que les sources se clarifient. Entre autres, on a retrouvé les momies. Il y a des momies qui portent vraiment une protection au niveau du pénis. Et là, ça va plus loin que la protection qu'on va retrouver sur les autres membres. Okay. Et on pense que c'était pour protéger les momies, protéger ceux qui étaient des rois, les protéger dans le monde des morts. Dans l'après-vie. Une protection. Protéger le pénis dans l'après-vie. Protéger le pénis dans l'après-vie. Mais j'ai vu le film La momie, puis j'ai rien vu de tout ça. Ouais.
Mais en tout cas, continue. Mais... Ben, faudrait appeler Brendan Fraser, mais ça a l'air qu'il est disparu depuis quelques années. Il est plus très présent. Ouais, voilà. Sinon, ben là, on continue. Et puis, à cette époque-là, le préservatif dont on parle, c'est plus un étui fait de cuir, là. Bon. Comme un étui à crayon. C'est pas encore le bon vieux condom qu'on connaît, là. Dans les livres qu'on retrouve dans les fourmis. On s'en va sinon en moins... on s'en va sinon en moins 1500 en Crète, où le roi Minos portait, lui, une gaine qui était faite, attention, en vessie de chèvre. Alors là, on commence à retrouver l'aspect animal, si on veut. Tu sais, là, on sait vraiment, à partir de là, le matériel qui était utilisé. Le matériel. Un peu caoutchouteux, déjà. Là. Ben, déjà, j'ai jamais remarqué que j'ai jamais porté une vessie de chèvre sur mon sexe. Ben, on pourrait on s'imagine une vessie, ça doit être caoutchouteux. Ouais. Et à cette époque-là, quand on portait le préservatif, c'était pas pour prévenir les grossesses. Ça, faut le comprendre. C'était vraiment pour protéger le pénis, entre autres, des infections, des blessures, des coupures, des morsures d'insectes et des branches épineuses. Il y a plus d'occasions que ça arrive dans ce temps-là. Ouais, puis là, c'est ça que je me disais. Tu sais, tantôt, on parlait de pourquoi les gens se protégeaient le sexe. Ben, tu sais, dans le fond, mettons qu'on parle qu'on est des chasseurs, je sais pas, si on chasse dans la forêt. 3 boys dans le bois, là. Bon, c'est ça. Une branche d'arbre est si vite arrivée. Puis il n'y avait pas de bobette. Il n'y avait pas de bobette. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, le but, c'était pas tant un préservatif, c'était vraiment de protéger. C'est comme une armure à pénis. Fait qu'on, si on était allés comme chasser dans ce temps-là, nous trois, on aurait été comme tout nus dans le bois. Non, on peut avoir quand même des pangs. Là, on a une étui à pénis en dessous. On parle d'il y a 18 000 ans. Là. J'aurais aimé ça dans ce temps-là. Ouais, sinon, à Rome aussi, on a utilisé le préservatif avec des intestins investis d'animaux, ça change pas. Et là, on s'en va en Asie. Hein, les Asiatiques, ils font les choses différemment. Ben oui, ils lisent les livres à l'envers. Ben oui, c'est ça. Et le préservatif, la première évidence de préservatif en Asie est au 10e siècle. C'est quand même autour, tu sais, on parle de l'an 1100. On est tard. Les Chinois, eux, faisaient ça. Et là, ça, je trouve, c'est très chinois. Écoutez, je connais pas tant la Chine que ça, mais moi, ça m'a vraiment inspiré. La Chine faisait ça avec du papier de soie huilé. Tu sais, déjà là, ça fait comme la finesse asiatique. Effectivement. Peut-être que je m'en vais dans les grands préjugés. Et leur goût pour plier du papier aussi. Pardon? Leur goût pour plier du papier. Plier du papier. Alors, plier du papier, de ce que je connais d'eux. Ouais. En tout cas. L'origami. Et les Japonais, les Japonais, eux, c'était pas le papier de soie huilé. Ils utilisaient des accessoires, soit en cuir ou en écaille de tortue. Des accessoires de cuir, j'aime ça. En écaille de tortue. Je sais pas comment ça se faisait. Et on dit qu'à cause de la dureté de ces objets-là, ils servaient aussi souvent de godemichet. OK. De godemichet. Bien sûr. Alors voilà, les Asiatiques, hein. Déjà, on se protège, on s'amuse. Et voilà. On les salue. Sinon, on continue. Et c'est évidemment lors de la Renaissance. Hein, la Renaissance, oui, ça a été important dans les arts, dans la philosophie, mais également au niveau du condom. Le condom passe pas à côté. Oui. Et on s'en va en Italie avec Gabriel Fallopio, qu'on appelle également Gabriel Fallope. Comme les trompes de Fallope. Comme les trompes de Fallope. Je sais pas si c'est le même dude, là, mais écoutez, ça se pourrait. On le sait pas. Ça se pourrait. Lui, il va faire des essais. Ouais, OK. Avec le condom, il va faire vraiment, c'est comme je crois, le premier scientifique à vraiment s'attarder sur la chose. Il va faire des essais sur 1100 hommes. OK. Il va leur donner son prototype de condom. Il avait le meilleur emploi au monde, ce gars-là. Ouais. Son prototype de condom qui est comme une espèce de gaine qu'on met sur le gland, en fait. C'est comme un De Vinci de condom, là. Oui, vraiment. Puis, ce gars-là va se rendre compte que là, les gens qui portent son condom ne sont pas victimes de la carie française, qui est la syphilis. La carie française, je ne connaissais pas ça. Son invention va être très populaire. Shakespeare va la surnommer le gant de Vénus. Hein? Et dans Macbeth, je crois. Malheureusement, étant donné que c'est une petite gaine qu'on met sur le gland, il est pas stable, il est pas ce qu'on peut, c'est pas très étanche. Alors on va rapidement l'abandonner. On dirait qu'il va partir là, me semble. Ouais, et voilà. Sinon, si on avance, la force du jet, on continue d'avancer dans la Renaissance. Se propulser dans la femme. Ouais, ben c'est potentiellement ou dans l'homme. C'est quel, je pense. Il y a un humoriste que j'aime bien, Pierre-Bruno Rivard. Oui, très gentil. Qui faisait le gag, et j'imagine que sa source est fondée. Il disait qu'une éjaculation, c'est 45 km/h. Ouais. Et il faisait le gag, ça veut dire qu'on peut pas se masturber dans une zone de 30. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est sur le bord des écoles. Oh! Oui, non, elle était bonne. Ouais, c'est une bonne blague. C'était dans une soirée GHB qui appelle. Fait que c'était de l'humour gore. Je m'en rappelle. Oui, on s'en souvient de cette soirée-là. Oui. On reparlera un autre tantôt. Sinon, il faut savoir que Louis XIV, le roi Soleil, utilisait le condom, bien qu'il y avait à l'époque une loi en France, on n'avait pas le droit de se protéger le pénis.
Ou du moins pas d'un préservatif. Mon Dieu. OK? Si je vous dis Casanova, c'est un nom qui vous rappelle quelque chose? Ouais. Lui, il utilisait abondamment le préservatif quand on parle de Casanova. Écoutez, honnêtement, là, je connais pas tant le personnage de Casanova, là. Mais je connais le nom, un peu comme tout le monde. Ouais. Je connais la chanson de Martin Deschamps aussi sur le sujet. Je pense que c'est une bonne source d'information. Ouais, avec Julien Poulin dans le vidéoclip. Alors lui, Casanova, son grand plaisir dans la vie, là, c'était de donner des surnoms aux préservatifs. Il l'appelait entre autres la redingote anglaise, la calotte d'assurance. Et il faisait des reproches aux préservatifs et il disait, attention, je dois m'enfermer dans un bout de peau morte pour prouver que je suis bel et bien vivant. Et c'est lui qui aurait amené le mot capote. Il l'appelait la capote anglaise. Ah oui. Alors bravo Casanova. On lui doit beaucoup. Oui. Et là, il faut comprendre un truc. À cette époque-là, le condom n'est pas encore le protecteur de grossesse. OK? C'est encore pour ça. C'est encore pour éviter les maladies, mais tu sais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait le lien entre faire l'amour et les bébés dans ce temps-là? Non, mais ça devait pas être hermétique, toutes ces peaux-là. Ben, c'est ça, c'est parce que ça, je l'ai peut-être pas encore mentionné, mais le condom était comme réutilisable, hein. C'était pas, tu sais, une peau, une vessie, c'était pas. Moi, ça m'arrange, ça. Okay, alors, avec à longue, pis surtout qu'en lavant, il y a des bouts de peau qui partaient. Fait que là, ton condom en vessie, fallait que tu le patches avec soit de la colle, des bouts de peau, là, tu sais, c'était vraiment, là, c'était tout croche. Ouais. Fait comme maintenant, tu sais, ça protégeait vraiment pas des grossesses, là, bon. Mais, on va mettre au point un prototype où on va enduire le condom, la peau, ou l'intestin. Les gens à la maison, mais Maxime faisait le geste, en même temps d'enduire cette partie de côlon. Oui. Hein? On l'enduisait d'une solution chimique qui, là, arrêtait les grossesses. Et les amis, c'était là le premier spermicide. Le premier condom spermicide. Enfin, je me demandais c'était quoi l'origine du spermicide. Là, on est à la Renaissance. 1971. Je crois, on est au 18e siècle. Encore assez récent. Oui, quand même, ça a pris du temps, sinon, on s'en va, et là, une des très, très grandes innovations, ça m'a étonné, mais en même temps, je le comprends. En 1843 et 1844, les compagnies Goodyear et Hancock, qui font des pneus. Hancock, comme le film. Ouais, comme le film, oui. C'était pas ça. Je l'ai pas vu, ça m'intéresse pas. J'ai pas aimé ça, ce film-là. Ben, eux autres vont mettre au point ce qu'on appelle la vulcanisation du caoutchouc. Comme dans Star Trek. OK, la vulcanisation du caoutchouc qui consiste à rendre le caoutchouc élastique et résistant. Okay. Alors, c'est le premier condom de caoutchouc qu'on voit apparaître. Mais là, attention, il n'était pas lubrifié. Ce n'était que du caoutchouc. Ah bon. OK. 1880, on assiste au premier condom de latex qui ne deviendra malheureusement populaire qu'en 1930. Ça marche? Avant, c'était plus marginal. Alors, d'ici là, c'est le condom de caoutchouc qui va faire office vraiment du préservatif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le condom de caoutchouc, créé par Goodyear et Hancock, va avoir un grand adversaire qui aurait très bien pu le remplacer. OK? Et il s'agit du fish blader, qui est en fait, tu sais, les poissons, quand ils veulent remonter à la surface, ils ont comme une poche d'air dans eux autres qui gonfle, puis ils remontent à la surface. L'espadon, ça, entre autres, je sais pas si tous les poissons l'ont, sûrement. Dur à dire. Alors, c'était cette poche d'air-là qu'on prenait chez des assez gros poissons, puis on se mettait ça sur le pénis, puis ça servait de condom, et ça a été très, très, très populaire, dans le fond, au cours du 19e siècle, puis même un peu... au cours du 19e siècle. Sinon, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, où on dit que toutes les trousses militaires contenaient des condoms. Ah oui? Ouais, entre autres, surtout parce que les soldats, ça donnait à des plaisirs, soit avec les prostituées ou entre hommes. Et aussi... faut bien s'amuser. Quand les Américains sont débarqués en Afrique, dans le désert, dans le fond, ils mettaient des condoms sur le bout de leur fusil pour pas que les fusils se remplissent de sable. Et ce qui était bien du condom, c'est que t'avais pas besoin de l'enlever pour tirer. Fait que, tu sais, si l'ennemi arrivait, tu faisais juste tirer, pas le besoin d'enlever le condom au bout. On voit pas ça dans le documentaire, ça, les condoms, c'est les fusils. Ouais. Non, on voit pas ça dans le soldat Ryan. Ils ont tous des capotes. Ça arrête. Sinon, les marins s'en sont aussi beaucoup servis pour mettre leurs aliments, les marins, leurs cigarettes dans le condom et évidemment pour aller au port d'Amsterdam. Oui, pour se mettre le marin dans le marin. Pour ça. Comme on dit. Mais Nicolas aimerait ça savoir l'origine des condoms extra small qu'il me disait. Il a fallu attendre, je sais pas en quelle année t'es né, Nicolas. Avant ça, il n'y a pas de demande. Et ce qui est intéressant, tant qu'à être dans ce sujet-là, tu sais, les marins qui mettaient leurs aliments, leurs cigarettes dans leurs condoms, l'idée a été reprise très, très populaire, d'une manière très populaire, par les dealers de drogue qui ont regardé ça, puis ont fait « si je mettais mon héroïne, ma cocaïne ou mon cannabis dans un condom pour me l'insérer dans l'anus... » Et voilà, le condom est devenu un peu cet objet-là mythique. Ou même le manger.
Ouais, ou le manger. L'avaler, puis là, ça rouvre dans ton estomac, puis là, tu meurs. Et voilà. Et en 1957, arrive le premier condom lubrifié. Enfin! Alors là, plus besoin d'exciter la bonne madame. On enfile le gant. Ouais. Et on se fait une petite saucette. Et voilà. Merci, Maxime. C'est la fin de ma chronique sur l'histoire des condoms. Je suis content, ça a comme pas trop dégénéré ça quand même. Ça a bien été. Non, ça a bien été, puis je pense que j'ai appris un peu. Est-ce que ça voudrait dire que n'importe quel sujet peut être amené d'une manière scientifique? Je crois que sans qu'on dérape. Je crois je dirais que c'était avec tact, sans être scientifique, mais c'était avec tact. Non, c'était oui, c'est ça. Parce que c'est scientifique, c'est un sauce 5, puis ça, c'est le territoire à Nicolas. On touche pas à ça. On va pas là. Ben ouais, effectivement, on dirait que tous les sujets peuvent être abordés. Tous les sujets peuvent être abordés. Oui, tous sans exception. On dirait qu'on est tous d'accord. Ouais, c'est bon, parfait. On est bien d'accord là-dessus. C'est pas un terminique, hein? Non, non, ce n'est pas un, c'est qu'on s'entend. On va continuer avec une chanson de Avec Podcast. J'ai pas le nom sous les yeux, mais c'est la première pièce de l'album. L'album Astronomie qui est sorti cette semaine, je vous conseille à tous bien sûr, aussi est en édition limitée de 300 vinyles. Puis on aime tellement ça qu'on va jouer juste avec Podcast aujourd'hui. Soit 2 tonnes avec Podcast. À tout de suite. Bonjour, ici le roi Dagobert. Je m'en vais écouter des si et des... Oh non, j'ai mis mes culottes à l'envers.
Bonjour, ici Carole Châtel. Et chaque semaine, j'écoute Décideret. Ben voilà! C'était quoi ça? C'était Carole Châtel qui nous écoute. Ah bon? Carole Châtel qui interprète Doris Diamant dans Robin Stella. Oui. Bon, on se souviendra, la blonde à Julien Poulain, qui joue dans le clip Casanova. Casanova qui a inventé le mot capote. Oui. C'est ça. Je suis là quand c'est pas Nicolas qui parle. Justement, on va continuer avec Nicolas. Ben, ce que tu viens de décrire, c'est presque de la synchronicité. Hein? Oh non. Oh! Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Là, j'ai compris ton petit préambule efféminé, c'est que tu vas nous parler de la synchronicité. Oui, ben dans notre réunion, c'est le sujet que vous m'aviez donné. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vas-y. Souvent, tes sujets, ils m'intéressent, Nicolas, mais celui-là, non. Mais c'est pas toi qui me l'a donné, celui-là? Non. Qui m'a donné ça? C'est pas moi, en tout cas. Moi, je voulais que tu parles c'était de à la réunion? Ben, les rajoutes Judith, là, je sais pas. Ben, ça doit être elle, je m'en souviens pas. Moi, j'ai pas dit ça, je savais pas que c'est d'où que ça sortait. On s'entend tous pour dire que c'est un sujet poche, donc. Ben moi, je prends les sujets que vous me donnez, donc Oh, ça fait partie de la règle de source 5. Non, ben vas-y, Nicolas. Toujours est-il que Ouais. j'avais l'impression que synchronicité était synonyme de synchronisme. Non, c'est un synonyme de chronique plate. C'était une vulgaire erreur de ma part, parce que synchronicité n'égale pas synchronisme, justement. Parce que le synchronisme, en fait, ça désigne le caractère de ce qui se passe en même temps, à la même vitesse. C'est ce que je pensais de quoi il s'agissait. C'est un peu comme si à chaque fois que tu parles, j'ai envie de bâiller, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, le synchronisme, ben, c'est utile dans toutes sortes de domaines techniques, comme pour la fréquence de rotation, les réseaux électriques, électroniques, audiovisuels, en informatique aussi, pour le transfert d'informations, même en histoire aussi, Maxos, toi qui t'intéresses à l'histoire, pour la simultanéité d'événements à différents endroits du monde, sans qu'il y ait nécessairement de loin, on parle de synchronisme. Ça, c'est utile pour les serruriers, par exemple. Le synchronisme? Oui. Non, pas vraiment. Non, ok. La synchronicité, par contre, c'est beaucoup moins pratique au sens technique du terme et en fait pas du tout pratique. Et c'est beaucoup moins scientifique, en fait, dans tous les sens du terme. C'est plus culinaire. Non, même pas. Non, ok. Donc l'origine, en fait, c'est le psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui élabore le concept de synchronicité. C'est lui qui était ami avec Freud à l'époque, qui ont fondé la psychologie analytique. Ben, je vous conseille fortement sur le sujet le film A Dangerous Method. Effectivement. De Cronenberg que j'ai écouté dernièrement, puis c'est à propos de ça. Oui, c'est à propos de l'amitié entre Jung et Freud. Puis, oui, c'est très bon. Les deux étaient assez troublés. Là. C'était toute une paire. Donc ça, en fait, la synchronicité, c'est lui qui a inventé le mot, comme l'inconscient collectif. Ça veut désigner l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas un lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc, ça s'articule avec ces choses comme la notion d'archétype et la notion d'inconscient collectif qu'il a développé dans sa folie. Donc, les exemples, il y a un exemple là, pour très imagé qui est toujours utilisé partout pour désigner la synchronicité, c'est qu'il traitait une patiente qui était très éduquée, très raffinée même, mais qui était vraiment enfermée dans une espèce de rationalisme cartésien extrêmement rigide, duquel rien ne pouvait sortir. Elle vivait dans une espèce de monde géométrique où tout est calculable et mesurable. Puis elle aimait ça se faire taper les fesses aussi. Possible, mais parce que j'ai vu dans le film, en tout cas. Toujours est-il qu'elle n'arrivait pas à progresser dans sa thérapie, puis ils étaient à une impasse. Et une journée, elle lui racontait un rêve qu'elle faisait, qu'il y avait un immense... elle se faisait donner un immense scarabée en or. Et puis, comme Aladdin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Aladdin est basé là-dessus, je crois, d'ailleurs. Il se faisait taper les fesses par le tapis, par Apu. Oui, c'est vrai. Je me rappelle la scène-là. Au même moment, alors que Young faisait dos à la fenêtre qui était ouverte... Moi, j'ai Young, moi. C'est Young. Ah ouais? Je pense. Ah, ok, continue. Quoique j'ai pas vu le film. Il y a un scarabée qui est venu, un petit scarabée, qui a volé par la fenêtre exactement au même moment et qui est venu se poser. Puis Young a pu l'attraper. Il a dit « Est-ce que c'est ce scarabée dont vous voulez parler? » Alors là, ça l'a fait exploser le cerveau de la dame, qui a vraiment... ça a changé sa vie. Okay. Et puis ça, c'est un moment de synchronicité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien causal entre le fait qu'elle raconte un rêve de scarabée
et le fait qu'un scarabée arrive exactement au même moment. Certains diraient que c'est un drôle de hasard et rien de plus. Exactement. Et pourtant, ça a une immense signification pour la personne qui le vit, de son point de vue subjectif. Mais on sait pas qu'est-ce qu'elle a mangé pour avoir rêvé ça, par exemple. D'ailleurs, puis en plus, le scarabée, ça serait un signe pour les Égyptiens, ça signifiait le renouveau, le changement. Ah. Donc, il y a que les momies portaient le condom, d'ailleurs. Il y a un autre niveau, oui, et puis là, on rejoint tout ça. Tout est relié. Tout est synchronicité. C'est ce qu'il voudrait dire avec ça. Il y a un sentiment de tout est relié à l'inconscient collectif. Mais c'est dans l'œil de la personne qui le regarde. Oui, mais c'est comme si, lui, pour Jung, c'est que ça nous met en contact avec une espèce de flux atemporel du monde. Un flux atemporel. Dans mon cas, un flux n'attend pas l'autre. Je voulais pas te couper la parole. J'avais pas le choix. Donc, je peux laisser à la parole du fou lui-même ses propres paroles, pardon, je ne vais pas juger. Les événements synchronistiques reposent sur la simultanéité des deux états psychiques différents. J'emploie donc ici le concept général de la synchronicité dans le sens particulier de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal entre eux et possédant un sens identique ou analogue. Le terme s'oppose à synchronisme, qui désigne blablabla. La synchronicité signifie donc d'abord la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs événements parallèles signifiant par rapport à l'état subjectif du moment et éventuellement vice-versa. Mais ça, une gueule, ça me rappelle beaucoup, tu sais, exemple, t'es avec quelqu'un, puis là, il dit « Ah, je crois beaucoup en Dieu, puis là, tu lui demandes « prouve-moi que Dieu existe », puis il dit « il va commencer à mouiller », puis là, il commence à mouiller, tu sais. Puis là, lui, il est là. T'as des discussions comme ça? Non, mais j'ai vu ça. C'est dans le documentaire Religulous. Oui, je l'ai vu aussi. Oui, voilà. À un moment donné, il y a un monsieur qui dit ça, puis là, il avait vraiment commencé à mouiller. Puis là, il était c'est Dieu. Puis là, tu fais Dieu ne contrôle pas la pluie. C'est la condensation. Ouais. Notamment, ouais. Il va voir un gars croyant, puis il dit tu crois à la vie après la mort, pourquoi tu te tues pas tout de suite? Puis le gars, il est pas capable de répondre. Ah. Ouais, mais j'aimais pas son ton. Ouais, un peu, c'est baveux, hein? Je suis athée, mais il allait écœurer des gens. Je veux dire, si eux, ils croient, tant mieux. Là, c'est sûr qu'on sait vivre et laisser vivre, là, pour que, oui, puis il était baveux de sa manière. Je trouvais qu'il faisait pas un bon porte-parole des athées. Au lieu d'aller discuter, il allait là avec son air un peu je pensais à ça. Il y a quelqu'un qui est venu faire du porte-à-porte, là, pour Jésus, je sais pas quoi, chez nous, cette semaine. Puis je me disais, pourquoi il y a personne qui fait de porte-à-porte pour l'athéisme? C'est moi qui m'ai dit ça. Tu t'es dit ça? Oui. Là, il y a une synchronicité là-dedans, là. Je voulais partir ça, je voulais faire un porte-à-porte, mais pas nécessairement sur l'athéisme. Je voulais juste faire du porte-à-porte sur vous posez-vous assez de questions? Ouais. Pas, voilà une réponse. Mon idée est meilleure. C'était plutôt, c'est parce que je voulais pas mettre un terme là-dessus. Peu importe. Donc, on en revient. J'entends par synchronicité les coïncidences qui ne sont pas rares, d'états de faits subjectifs et objectifs qui ne peuvent être expliqués de façon causale, tout au moins à l'aide de nos moyens actuels. Donc, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il affirme qu'il y a un principe non causal qui relie des événements et il y a une signification semblable par le fait qu'ils se produisent simultanément plutôt que l'un à la suite de l'autre. Il a affirmé qu'il y a un synchronisme entre l'esprit et le monde phénoménal de la perception. D'ailleurs, Freud, Jung avait des grosses tendances paranormales. Il était intéressé par l'astrologie, la divination, tout ça. Et Freud n'aimait pas trop ça. Parce que Freud, lui, tout se résumait au sexuel. Oui. Et puis, il était comme, il voulait faire une figure un peu de paternalisme, puis il y avait encore un lien sexuel là-dedans. Puis il aimait pas ça. Puis il y a une anecdote célèbre où est-ce qu'ils étaient en train de se chicaner sur le sujet. Et puis il y a eu un bruit dans la bibliothèque qui était chez Jung. Et puis il y a eu un bruit. Et puis Jung a dit il va y avoir un autre bruit. Et juste quand il a dit ça, il y a eu un autre bruit. Et puis Freud a fait dans ses culottes. Il est là dans le film, ça. Ah oui? T'as-tu vu le film? Ben non, je l'ai pas vu. Ben, on va l'écouter. Faudrait que je le voie. C'est bien plus fun que ta chronique. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ça avait quand même une base analytique, même si c'était un peu foufou. C'est plutôt repris seulement par des illuminés. D'ailleurs, si vous faites une recherche Google synchronicité, vous avez beaucoup de sites qui s'appellent Science et Magie, admettons. Là, tu le sais que t'es à la bonne place. La magie. Oui. La magie. Et puis, il y a aussi Marcel Leboeuf. Qui fait sur son site, on voit que on peut le contacter pour qu'il fasse des conférences sur la synchronicité. Ça, regarde, tu vois, c'est le genre d'affaire qui me surprend pas de lui. Donc, il n'y a pas juste les colliers de noisetier de Marcel Leboeuf. On le sait, il s'associe pas à n'importe quoi, Marcel. Il fait porte-parole aussi de conférences sur la synchronicité. Il est un peu intense, Marcel. C'est pas où quand j'étais jeune, c'est un comédien, là, tu sais.
Là, il est rendu comme conférencier fou. Ben moi, Christian Bégin, il me donne la même... Tu sais, moi, Christian Bégin, c'était le gars de Télépirate, puis on dirait plus ça va, avec plus le chapeau avec une antenne. Wouh! Ouais. À la limite, Christian Bégin, il est plus comme... Ben, je pense que c'est le délirium tremens. Je pense pas qu'il ferait des conférences sur la magie, supposons. Je pense plus que c'est l'alcool. C'est Marcel Leboeuf. Mais c'est un bon exemple, par contre, Maxime. Ouais. Donc, ben là, on a vu tout ce qui était intéressant avec la synchronicité, et sans complètement la nier, on va voir que c'est moins probable que ça en a l'air, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà. Il y a plusieurs problèmes avec la synchronicité, c'est que, d'abord, il y a comme Julien l'a mentionné, tout de suite en partant, ou bien c'était Maxos, ou je me rappelle plus, mais il y a une explication beaucoup plus simple pour expliquer le même phénomène. C'est juste la capacité de l'expérience subjective d'établir des liens avec des éléments objectifs qui se déroulent dans le monde. C'est ça que Max a dit, ouais. Donc, il parle beaucoup dans la synchronicité, il y a beaucoup de mentions d'événements acausales, c'est-à-dire qui sont sans cause. Mais c'est deux séries d'événements causaux sans lien, dont une personne qui vit cet événement-là fait un lien. Donc, il n'y a pas d'événement acausal là-dedans, c'est des événements qui sont parfaitement causaux. La vie est acausale, puis les films ne le sont jamais. Puis moi, j'aimerais ça faire un film un jour qui l'est. Qui est acausal? Ouais. Pas de cause. David Lynch? David Lynch, ça va suivre souvent la logique des rêves, là. Mais juste plus quelque chose qui va suivre la logique de la vie, soit qu'il n'y en a pas. Soit que tout ce qui arrive, si je pile sur un clou, il n'y a pas de signification profonde, puis il n'y a pas de... Non, mais il y a une cause, par exemple. C'est que j'ai pilé sur un clou, mais... Parce que t'avais pas de souliers, puis t'as marché avant, le clou était là parce que... Il n'y a rien de plus grand, mettons. Non, disons, je veux dire... Kaufman, c'est pas ça qu'il voulait toujours faire. Je veux dire que la vie est complètement aléatoire, là, disons. Oh oui, c'est ça, il n'y a pas ça dans les films. Il y en a des films comme ça. Il doit bien en avoir un quelque part, là, mais je l'ai pas vu. Toujours est-il que... le masque. Il y a même une pathologie pour ceux qui voient de la synchronicité partout. Ça s'appelle l'apophénie. C'est une perception spontanée de rapport et de signification à partir de phénomènes sans aucune relation. Puis il y a un lien aussi, les gens qui voient plus de synchronicité partout, il y aurait plus de dopamine. Et ils ont un lien aussi, plus les gens croient dans le paranormal, plus ils vont voir de la synchronicité partout. Ouais. Puis il y a aussi, finalement, une mauvaise compréhension des probabilités. Parce que quand quelque chose est statistiquement improbable, que ça veut dire qu'il y a peu de chances de se produire. Comme toi qui trouves des amis. Exactement. Oui. Sauf que si on met une grande quantité d'événements improbables, il y a une grande probabilité qu'il s'en produise au moins un. Oui. Donc, c'est improbable qu'il y ait un scarabée qui vole en même temps que quelqu'un raconte un rêve, mais si on prend toute l'histoire de l'humanité, l'évolution, l'univers... C'est pas que ça arrivait maintenant. C'est ça. C'est comme dans Magnolia, quand il pleut des grenouilles. Ouais, ça, c'était faible comme fin. Ouais. Mais donc, c'est ça, c'est dans la mesure où la quantité d'événements est inversement proportionnelle à la probabilité de chaque événement, mais il y a des fortes chances qu'il y en a une qui se produise. Donc, les coïncidences acausales ou de synchronicité sont fortement improbables. Mais en raison de la variété de ces coïncidences, la probabilité que l'une d'elles, ou au moins se produise, est très forte. Et il est même improbable que jamais une pareille coïncidence ne se produise, donc ça devient l'inverse. Je t'écouterais toute la nuit. Pour dormir. Puis, faut pas oublier qu'on comptabilise les occurrences bizarres. On pense à quelqu'un et puis par hasard, elle descend du métro exactement au même moment. Ouais. Mais on compte pas toutes les fois où on pense à quelqu'un et elle n'apparaît pas devant nous. Ouais. Donc... C'est bientôt fini, là. Oui. Je voulais laisser le dernier mot à Young. Encore? Parce que sur l'excellent site du dictionnaire sceptique du Québec, il y avait des petites anecdotes sur la fin de sa vie. Peut-être que c'était dans le film aussi, mais là, je l'ai pas vu. Le scarabée qui est rentré dans le nez. Selon le psychiatre... Il mangeait des scarabées à chaque jour. Selon le psychiatre et auteur Anthony Starr, Young a traversé une période de maladie mentale lors de laquelle il a pensé qu'il était un prophète doté d'une perspicacité spéciale. Et ça enlève un peu de crédibilité à ta chronique. Young se réfère lui-même à sa maladie créatrice de 1913 à 1917 comme confrontation volontaire avec l'inconscient. Sa grande perspicacité consistait à penser que tous ses patients de plus de 35 ans souffraient de perte de religion et qu'ils possédaient justement ce qu'il fallait pour remplir leur vie vide, sans but et dénué de sens. Son propre système métaphysique des archétypes et l'inconscient collectif. La synchronicité permet d'accéder aux archétypes qui sont situés dans l'inconscient collectif. C'était pour éveiller les gens. Pour éveiller les gens. Contrairement à ce que toi t'as fait, là, tu nous as endormis. Ouais, là, j'ai pris un petit peu plus que 5 minutes. Finalement. Un petit peu, hein? En plus qu'une minute normale, c'est 2 minutes de sauce 5. Bon. Non, c'est très bon, Nicolas. Merci beaucoup. Plaisir. Puis écoutez, à la maison, encore une fois, je vous conseille le film sur le sujet Dangerous Method de David Cronenberg qui aurait dû rencontrer plus de succès que ça, je crois. C'est un film un peu
d'une froideur clinique, mais le sujet est fascinant, je crois. On continue avec pas de casque. ADC et des raies. Salut, ici Paulud, et chaque semaine, j'écoute l'infâme des Sidérés. Bon, ok, aucune ressemblance avec Paulud. Non, ouais. Je veux dire, là, je commence à penser que ces gens-là qui m'envoient ça, là, c'est pas vrai, là. Parce que là, je veux dire, écoutez, on va la réécouter, là. Je pense pas que ce soit Paulud, ça. Non, c'est effectivement pas Paulud. Je pense que j'ai pas mis la bonne affaire. Ça, c'est la créature de la bite. Ok, ça là ici, voilà. Salut, ici Paulud, et chaque semaine, j'écoute l'infâme des Sidérés. Aucune ressemblance avec Paulud là-dedans, je pense. En plus à Pierre Bruno. En tout cas, je vais trouver le fond de cette histoire-là. Ben, avec pas de casque, hein. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition d'un sentiment qui ne reviendra pas. Tu diras que tout est sans piocher du même bord, d'un même élan poussé par une force étrange. Ce sera ton camp de boss. Et ce sera ton camp de boss. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'imprudence comme elle se doit de temps en temps. Ce sera ton camp de boss. Ce sera ton camp de boss. Oh là là!
C'était Sonia Benezra. C'était la vraie, c'était Sonia Benezra qui nous écoute religieusement. Ouais. Voilà. Quoi ajouter? On la remercie. Hey, Julien. Ouais. Est-ce que tu veux annoncer la grande nouvelle pour la prochaine émission? Pourquoi pas? Pendant une seconde, je me souviens plus c'était quoi. J'ai vraiment vu le vide dans tes yeux. Oui, la grande nouvelle, bien sûr, mon très cher Maxime. Écoute, la semaine prochaine, on va recevoir une invitée de Marc, l'artiste chansonnière, Lisa Leblanc. Lisa Leblanc vient nous visiter, celle qui chante Ma vie c'est de la marde, qui connaît elle a sorti le vidéoclip cette semaine, puis qui connaît un franc succès viral, semble-t-il, puis déjà des dizaines de milliers de clics. Elle est allée à Belle et Bomme, tout ça. Elle sort son album, je me trompe pas, mardi prochain, tu me corrigeras, Maxime. C'est le 28, c'est les albums... Ah ouais, les albums sont... l'album sort le 27, le lancement est le 28, voilà. C'est où le lancement? C'est au Lion d'Or, à 19h. Et des places? C'est gratos, fait que t'arrives tôt. Voilà, tôt, là. l'album le 27, le lancement le 28 au Lion d'Or, puis on le reçoit la semaine prochaine, on a très hâte. Super cool, puis merci Lisa. En plus, ce sera ma fête, hein, le 30 mars. En plus? Le même jour que Céline Dion, je le répète jamais assez. Oh. Non, c'est vrai. Synchronicité. C'est vrai. Ben voilà! Synchronicité. Voilà, l'autre a inventé les capotes. Alors, on continue avec... j'ai fait ça déjà une fois l'an passé, puis je m'étais dit que la source était peut-être re-remplie. Je suis allé voir des critiques de gens, de Monsieur Tout-le-Monde, sur le site cinoche.com, pour le nommer. C'est que, supposons, bon, les films, souvent, ont un certain consensus critique, c'est bon ou c'est pas bon. Mais Monsieur Tout-le-Monde, lui, il a pas la même opinion souvent que la critique, ou à tout le moins a une opinion... peut-être rigolote. Bien à lui. Bien à lui, puis c'est ça. Ben, Monsieur Tout-le-Monde, c'est Germaine, 54 ans. Hein, fait que c'est mais ça. Monsieur Tout-le-Monde, c'est une personne ou c'est comme un ensemble de personnes? Ah, Monsieur Tout-le-monde, ça serait le nom que je donnerais à la... Si tu mettais tout le monde ensemble, ça faisait un. Je sais pas. Non, mais c'est l'homme de la rue. C'est Germaine, 54 ans. Non, mais c'est une personne qui écrit ça ou c'est comme n'importe qui? Ah, c'est plein de gens. Non, c'est plein de gens. Okay, c'est tout le monde que t'as jamais vu sur Cinoche. Non, mais tu sais, la clique du plateau, j'imagine, c'est une personne. Ça, c'est une personne, ça. Non, ce que je veux dire, Cinoche.com, c'est juste un site d'horaire de cinéma. Ouais, voilà. Puis chaque film, tu peux aller écrire une critique dessus. Okay. Fait que supposons, Justine, 11 ans, Paul, 62 ans, oui. tout ça, vont écrire leur opinion sur un film. OK. Bon, et étrangement, c'est ça les écarts, comme il vient de dire. C'est que c'est souvent, 10 à 13 ans, il n'y a rien. Après ça, ça monte à 50 à 60 ans. OK. Bon. Voilà. Alors, pour le film Monsieur Lazare, qui a connu un grand succès, quand même, Monsieur Tout-le-Monde l'a bien aimé aussi, en fait, parce que c'est assez divertissant pour ceux qui l'ont vu. Je suis sans doute d'accord avec moi. Mais j'avais bien aimé le commentaire de Germaine, 65, 54 ans, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui dit... Pour une fois, un film juste bien long à mon goût. Tout est bon et touchant dans ce film. Merci, Cinoche. Alors, juste un film long à son goût. Et elle remercie Cinoche parce que c'est grâce à eux. Ouais, oui. J'ai vérifié, ça dure 94 minutes. Donc, cette logique-là, Germaine devrait apprécier Rambo 2, La Famille Adams 2, Resident Evil 2, Triple X 2, Moins cher à la douzaine 2 et Easy Rider, qui durent tous aussi 94 minutes. Parfait. Qui serait juste là à son goût. Il y a beaucoup de 2 dans ce que tu as nommé. Ouais, c'était un peu... Sauf Easy Rider 2 qui n'est pas ça devrait venir, hein? Ça devrait venir, on l'attend. Ici, il y a Tintin qui n'a pas un très bon consensus sur les mots-clés. Tintin, ça en a un qui divise un peu les gens. D'abord, Sergueï, 38 ans, se dit déçu. Une étoile pour l'animation en 3D de très haute qualité. Après 2 heures, même si c'est écrit 1h40 du film, je suis parti n'étant plus capable de supporter cet enchaînement interminable d'aventures prévisibles pour être spectaculaires, mais qui ont un manque incroyable de réalisme. Mots-clés, ennuyant, long, surchargé, Spielberg, bruyant, côté purement technique, très réussi. J'aurais dû aller voir Le Chat Poté, bonhomme sourire. Je suis presque d'accord avec lui par rapport à sa critique. Mon point étant que ça, ces mots-clés, donc, encore une fois, sont ennuyants, longs, surchargés, Spielberg, bruyant. Mais par contre, ici, après ça, il y a Patophile, une femme de 45 ans, qui, elle a 2 mots-clés différents. Sa critique, c'est 2 mots, waouh et fantastique. Alors, il n'y a pas un consensus sur les... mais bon. Ensuite de ça, il y a En terrain connu, de Stéphane Lafleur, qui est le chanteur, bien sûr, d'Avec Podcast qu'on jouait, qui est un film assez lent, assez... au sens un peu cryptique, peut-être. Et Marie-Mé, 13 ans, de Montérégie, écoute, elle l'a pas beaucoup aimé, elle. Elle dit « Go les films québécois! Je vais sûrement écrire comme... » Elle fait référence à quelqu'un d'autre qu'on sait pas c'est qui. « Mais je suis à 100% pour les films québécois, mais celui-là, non, vraiment pas. Regardez le film Le sens de l'humour, lui, il a l'air drôle. En terrain connu, c'est une histoire déprimante avec de bons acteurs, mais le film est ennuyeux, alors on ne voit pas le talent des acteurs. »
Elle a pas aimé. Le sens de l'humour, c'était... Fait que Marie-Mé nous conseille plutôt Le sens de l'humour. Marie-Mé, 13 ans. C'était quoi déjà, Le sens de l'humour? C'était le nouveau film de Louis-José Hood et Michel Côté, là. Ah, encore de policiers? Ou... Non, ben, c'est avec la même équipe, un peu, c'est le même réalisateur, mais c'est pas de policier dans celui-là. Okay. Mais je l'ai vu, puis je ne saurais vous avec Brière, ça se peut-tu? Avec Benoît Brière aussi. D'ailleurs, justement, aux Aurores, le film s'était mérité le prix de pire accessoire pour Le Découilleur, qui était on voit ça, Benoît Brière, comme pour menacer ses 2 otages. Menace de leur couper les couilles avec un instrument qui sert juste à ça. Oh. En tout cas, pire accessoire cette année. Puis il y avait quand même de la compétition parce qu'il avait mis aussi en nomination Les cheveux noirs de Michel Barrette dans, comment ça s'appelle, Le bonheur des autres. Parce que pour qu'il ait l'air d'avoir 30 ans, ils ont comme teint les cheveux noirs, puis ça n'a pas l'air. Non, ça marche jamais. Non, ça marche pas, ça. Sinon, Mania Cucine, une femme de 51 ans, n'a pas aimé non plus Un terrain inconnu, a dit « Trame sonore irritante au possible, histoire décousue, terne et drabe, acteurs sans dialogue qui nous demandent de comprendre leur mimique, bref, une avant-première qui donne l'impression d'avoir mordu dans un citron. Ouf! » Dans un citron. Oui. Oui, et sinon, Gaston, 1968, 43 ans d'Estrie, dit « Très plate, il ne se passe rien, vraiment pas drôle, histoire de famille déprimante. » Mais c'était pas supposé être drôle. Non. Ben, quoi que ça a quelques moments d'humour, en fait, maintenant que j'y repense. Non, ça a quelques moments d'humour, mais c'est pas une comédie en soi. Non, mais bon. Sinon, le peu vu Nuit numéro 1, aussi, qui est en nomination Justra pour meilleur film. La critique était quand même très bonne, mais pas celle de Francis, 1995, 16 ans. Lui, il a pas aimé ça, lui. Et il dit « Masturbation intellectuelle. Je n'ai vraiment pas aimé, j'aurais cru voir du mauvais théâtre. Un petit trip artistique de la part de la réalisatrice. Une introduction qui traîne en longueur, mais qui fait plaisir au vieux monsieur dans la salle par contre. Des discours plus ou moins intéressants. Voilà la recette pour faire un film ennuyant tel que le numéro 1. Disons 10 dans la salle au départ, à la fin 4. Ouais, ça j'ai remarqué que quand tu veux critiquer quelque chose puis avoir l'air intellectuel, tu dis masturbation intellectuelle. Mais je pense que c'est exactement à 15 ans que qu'on acquiert cette attaque-là. Ouais. Je me rappelle d'avoir dit masturbation intellectuelle. Ça, je disais ça beaucoup à 15 ans aussi. Ça passe super bien parce que t'as l'air intello. Ouais, parce que c'est comme tu saisis qu'est-ce qui est intello. C'est ça. Ouais. C'est une formule, là. On voit clair dans ton jeu, Francis, 95. Peux-tu dire qu'on acquiesçait ça? Ben, j'ai l'impression que c'est vers 15 ans qu'on se met à dire ça souvent. Masturbation intellectuelle. Par contre, les gens ont préféré quand même Alvin et les Chipmunks, les naufragés. Ah, parfait, ça. Puis évidemment, bon, on s'entend, c'est fait pour enfants, fait que je jugerai pas les enfants qui l'ont aimé. C'est de la masturbation d'enfants. Oui, Maxime, c'est de la masturbation. On a été sage aujourd'hui. C'est de la masturbation d'enfants, c'est très exact. Ouais, alors, mais donc c'est ça, je ne jugerai pas les enfants qui l'ont aimé, mais tu sais, les gens dans la vingtaine, trentaine, qui apprécient Alvin et les Chipmunks, absolument, c'est ceux-là qui croient, tu sais, en la synchronicité. Ouais. Alors, voilà, ici, Angel, 0930. Angel, en plus. Angel, 26 ans, Montérégie. Bravo Chipmunks! Ma fille a adoré le film du début jusqu'à la fin et pour un troisième film, il était vraiment super. Alors c'est un bon 3. Quelque sorte. C'est un bon troisième film. Ensuite de ça, il y a... Excusez-moi. Il y a Midnight, une femme de 33 ans, qui a dit « Ouais, j'ai été un peu déçu, pas aussi bon que je pensais. J'ai aimé la passe où il dit « Mon précieux ». Des références au Seigneur des Anneaux. Ouais, j'imagine, c'est ça... Mais bon, en tout cas, elle a été un peu déçue. Fait que je sais pas à quoi elle s'attendait. Ben ouais. Je suis allé voir Norbit. J'étais un peu déçu. Tu sais, même en plus, Norbit, à la limite, c'est pas un 3, là. Tu sais, maintenant, mais Norbit, on se comprend. Sinon, Cinéma Love, 28 ans, Chaudière-Appalaches, ma région. Et il dit « Réveillez-moi à la fin. Le premier film était original, bien qu'incohérent, mais il se laissait regarder pour tout public. Le deuxième film était définitivement pour les enfants seulement, encore de très bas quotient. Ce dernier est malheureusement encore pire que le deuxième, même si Jason Lee est plus présent que dans le deuxième film. Il faut dire que dans le deuxième film, il était absent presque la totalité du film vu un accident. Ici, les gags tombent à plat. Les Chipmunks et leur blonde perdus sur une île dans un genre de Survivor pas divertissant. C'est navrant. À voir pour les 5-6 ans et moins. C'était pas le classique de notre enfance. » Mais il a été voir ça quand même. Il a été voir tous les films. T'allais voir. Il fait une critique. T'allais voir les 3 Chipmunks, troisième l'a déçu un peu. C'était Monsieur Tout-le-Monde et ses opinions sur le cinéma. Ben oui, ben c'est assez... C'est rafraîchissant.
c'est assez riche quand même. Évidemment, je fais une sélection, c'est sûr que. Ben oui. Mais il y en a beaucoup parce qu'ils gardent tout en banque. Fait que tout ce qui est sorti dans les 5 dernières années, des fois, il y a des petites perles. Alors, Maxime, tu me disais que tu avais une soirée de jeudi Néo Country. Tu as 1 minute pour m'en parler. T'as-tu le temps? Oui, ce sera le 5 avril prochain au Pop Saint-Cyboire. C'est la dernière de l'année. Okay. Les jeudis Néo Country, le but de tout ça, là, très rapidement, c'est de rassembler la communauté Néo Country, la jeunesse country de Montréal et de sa grande région. Fait que dans le fond, on fait des soirées et on regardait ça. Puis depuis le début de l'année, on a reçu entre 15 et 20 bands. Fait que ça a vraiment formé une belle communauté. Et là, à la dernière, on va se faire comme un beau party. Fait qu'il y a les œuvriers qui vont être là. Il va y avoir moi, Maxos le Gervoïde, Minimal Country West et la gang de Giddy Up Dolly. Okay. Sont excellentes, qui vont venir pour une deuxième fois à nos soirées. Fait que ça va être 5 avril, Saint-Cyboire, 21h. Ça va ne pas manquer, ça. Merci. Voilà. Ben moi, à soir, je suis en show Patriote. C'est 26-8 mars. À ne pas manquer. Je pense que c'est à 9h. Je sais pas c'est combien. On continue. Puis toi, Nicolas, t'as-tu de quoi à plugger? Non. Moi, je serai pas là la semaine prochaine. Je m'en vais dans un chalet. Ah bon, c'est Nicolas, sauf une fois au chalet, comme on l'appelait. Et Nicolas va enseigner dans un cégep près de chez vous l'an prochain. J'ai jamais